Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Thibaut Guillemont, donc fondateur de la société Olusion, qui est spécialiste dans la création de dispositifs d'affichage 3D en hologramme. Et donc, bonjour, je suis Marc Gilles, enseignant-chercheur à l'Université de Lille, spécialisé en histoire de l'art du Moyen-Âge. Et donc, nous allons vous présenter les résultats d'un projet de recherche qui a maintenant 5 ans, qui se termine cette année sur des réalisations très concrètes. Donc, le projet s'appelle Itésaurus. Il regroupe des universitaires, des conservateurs de musées, et donc des musées et une entreprise d'ingénierie en informatique et en hologramme, entre autres. Le but ou les objectifs de ce projet de recherche, il y a 5 ans, c'était de créer une base de données 3D. C'est-à-dire qu'on connaît les bases de données traditionnelles pour les musées, c'est-à-dire avec une notice et des photographies. Nous, on voulait passer de cette idée de base de données traditionnelle qui a ses enjeux et ses qualités à un objet 3D auquel on va accrocher les informations directement et sur lesquelles on puisse travailler de manière collaborative. Et donc, cette base de données 3D, cet e-corpus, comme on l'a appelé, devait fonctionner à la fois en direction des chercheurs, donc de la recherche fondamentale, pour un travail en collaboration, à distance sur les objets. Donc on aurait accroché à ces images 3D des métadonnées de recherche fondamentale, et de l'autre côté, déployer cette application pour la médiation muséale. Cette fois-ci, on accrocherait des métadonnées liées à la médiation. Donc ça, c'est le point de départ. Première phase du projet, c'était d'arriver à modéliser un certain type d'objet. Moi, je suis spécialiste du Moyen-Âge et spécialiste des pièces d'orfèvrerie. Et on avait un nœud technologique. Comment arriver à modéliser 3D, c'est-à-dire à rendre cet objet virtuel qui a une forte réflectance, c'est-à-dire qui brille beaucoup. C'était vraiment là le point de départ et l'enjeu essentiel, sinon tout le reste tombait à l'eau. Donc, on a d'abord mis au point une méthode de photogrammétrie. On n'invente pas des nouveaux outils, on utilise les outils existants pour créer cette méthode qu'on a appelée méthode low cost, qui puisse être utilisée en interne dans les institutions culturelles et muséales après une courte formation. Donc, première phase du projet, on met au point cette méthode de modélisation 3D de très haute définition d'objets, et à partir de là, on a pu commencer à travailler sur cet e-corpus. On est parti d'une application en open source qui était diffusée par l'Institut Smithsonian à Washington, et de là, travail d'ingénieurs d'études développé en fonction des objectifs d'une consortium Itésaurus, cette application qui présente la particularité de pouvoir accrocher à tout ou partie de l'objet des informations que l'on peut déployer ensuite sur des téléphones, des smartphones, des iPads, des tables numériques ou pour un musée hors les murs sur des hologrammes. Donc on est arrivé à un point où maintenant nous commençons à déployer cette application. Et là, je vais laisser la place à mon collègue. Très bien. Donc effectivement, nous on est intervenu dans ce projet sur les questions de la valorisation de ces bases de données, et on a co-développé en fait avec les universités et les musées un outil qui permet à la fois de stocker les objets, de les enrichir, de les annoter, et ensuite de les exporter pour faire des applications de médiation. On avait quelques idées en tête par rapport à ce qui existait déjà. La première, c'était de s'affranchir d'une solution propriétaire. C'est-à-dire que chaque institution puisse être complètement propriétaire de ses données et en fait avoir cette application donc, qui est basée sur un moteur open source en interne, où ils vont pouvoir faire tout l'hébergement et tout l'ajout de médias, de photos, de documents, de notices directement rattachés à l'objet. On voulait rajouter ensuite d'avoir ces deux fonctionnalités. D'un côté, le travail scientifique, donc d'avoir quelque chose qui va gérer du multi-utilisateur avec des authentifications, des retours en arrière, des historiques, du rattachement, en fait, d'être capable de dire chaque ligne a été écrite par quelle personne pour être capable d'apparaître dans des citations. Et ensuite,
une fois que cette appli est hébergée, une fois qu'elle est enrichie, de pouvoir faire des exports très facilement, justement pour ce coup-ci pouvoir faire des applications sur téléphone, sur table tactile en réalité augmentée, sans être tributaire d'un prestataire qui va faire du développement informatique ou qui va faire du développement graphique. On a donc une première application, un premier prototype d'ailleurs qui est présenté sur le stand G05, où on peut explorer en hologramme un premier corpus de 6 objets issus de l'orfèvrerie médiévale. On a fait pas mal de travail de test pour en arriver là. Donc, on est issu donc, d'un déploiement en fait, agile où on essaye de faire avancer nos applications, de créer des prototypes physiques que les personnes peuvent expérimenter. Et donc, notamment en 2022, on a eu une borne holographique qui a été présentée à des publics sur la bibliothèque municipale de Lille et sur le Learning Center Liliade, qui est en fait la bibliothèque universelle du campus scientifique de Lille, où ce coup-ci des étudiants, des visiteurs pouvaient venir commencer à explorer le dispositif. Tu présentes Oui, et donc là, avec la slide que vous avez devant les yeux, c'est une sorte de résumé de cette seconde phase du projet où l'on part bien sûr de l'acquisition des données photogrammétriques et de l'autre côté de l'enrichissement sémantique de ces objets à partir donc d'un éditeur de contenu qui va implémenter un serveur eCorpus, c'est-à-dire l'application eCorpus, qui va pouvoir ensuite se déployer à la fois sur des téléphones, des tables, comme on le disait tout à l'heure, des tables tactiles et l'hologramme. L'intérêt de cela, mon collègue l'a souligné tout à l'heure, c'est que l'institution culturelle ou muséale reste propriétaire de tout ça. C'est-à-dire que, et c'est un dispositif qui peut se déployer et qui peut évoluer facilement. Donc là aussi, c'est un point important. Et dernier intérêt de l'hologramme, pour le coup, c'est que cette idée-là, qui était déjà, enfin, tout ce que vous voyez devant les yeux sur la slide, c'est en fait tous les objectifs du projet de recherche dès 2018. Nous avons réussi, c'est une chance, je trouve formidable, d'avoir réussi à cocher tous les points des objectifs du projet. Et l'intérêt de l'hologramme, je voulais insister là-dessus, c'est que c'est d'abord conçu pour un musée hors les murs, c'est-à-dire faire connaître les collections d'un musée dans une agglomération, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est utilisé dans l'agglomération de Saint-Omer, qui est partenaire du projet, présenter les œuvres d'un musée pour faire venir déjà les habitants de l'agglomération au musée, mais également l'intérêt de l'hologramme, c'est de pouvoir concevoir des expositions totalement virtuelles, c'est-à-dire que vous avez une salle avec des objets virtuels, mais également de pouvoir concevoir des expositions en partie virtuelles, des objets concrets et des objets que l'on ne peut pas faire venir, mais qui sont fondamentaux, qui sont rares et donc difficiles à obtenir par des prêts, et donc de pouvoir les montrer. Ça, c'est un point fondamental. Dernier point sur lequel on travaille dans le consortium, c'est pour la question des publics empêchés, on travaille sur l'impression 3D. C'est-à-dire qu'on a un des objets, par exemple, qui possède bien sûr des parties en ronde-bosse, ça c'est assez courant de modéliser, enfin d'imprimer en 3D, mais également des émaux qui sont lisses par nature. Et donc on va rendre ces émaux sur cuivre champ levé, les rendre légèrement en relief pour pouvoir être appréhendés par des publics empêchés. Et ça, c'est vraiment un point fondamental de cette question de médiation. Et parce que nous avons réussi à faire une modélisation de 3D de très haute définition, on peut à la fin réussir à faire cette modélisation 3D, et nous passons par une entreprise spécialisée dans cette question-là. Voilà, je pense qu'on a terminé. Voilà. Juste un dernier point. L'application est déjà développée pour un nouveau projet qui sera présenté d'ici un an au musée d'Hospice-Comtesse à Lille, non plus sur l'orfèvrerie, mais sur tout autre objet, les globes de Coronelli, dont le musée de Lille, Hospice-Comtesse, possède 2 versions de la fin du XVIIe siècle. Et ces globes présentent les mêmes caractéristiques de réflectance que des pièces d'orfèvrerie. Voilà. Merci de votre attention. Merci à tous. Un grand merci. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être quelques questions subsidiaires pour poursuivre l'échange.
Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Merci. Moi, j'ai pas très bien compris si de parler consortium, est-ce qu'il y a une partie open source ou est-ce que c'est une application qu'on achète? Là, actuellement, dans le modèle économique, on est dans un modèle où effectivement tous les logiciels sont open source, donc sont pas soumis à licence et sont libres. Et ce qui va être dans les coûts, c'est plutôt la formation, l'adaptation aux besoins du site culturel en termes de fonctionnalité, et on va dire tout le côté service qu'il y a autour du déploiement d'une telle application. Mais sinon, le but, c'est effectivement, c'est que tout le moteur lui-même est open source. À partir du moment où c'est de la recherche publique, nous devons travailler sur de l'open source. Si on veut avoir des objets, il faut déjà avoir les objets en 3D, pour le coup, j'imagine. Parce que Oui, là, c'est vraiment une base qui est dédiée sur faire un thésaurus d'objets 3D. vous n'avez pas l'application sur téléphone qui fait la photo en 3D. Si on veut acquérir l'objet 3D déjà, Ouais. il faut faire l'acquisition. Bah, un iPhone, nous on voit beaucoup d'archéologues s'équiper maintenant d'iPhone Pro, et l'iPhone Pro va sortir des objets 3D qui sont directement compatibles avec cette base. Alors, l'avantage aussi de l'application, c'est que vous pouvez ajouter au modèle 3D de la documentation photographique classique, ou des vidéos, ou de la sono, et aussi vous pouvez également ouvrir l'application vers des sites. C'est-à-dire que dans la médiation, on parle de tel ou tel point de l'objet, et on ajoute dans l'application des liens hypertextes, ou de la vidéo, ou des images classiques 2D, pour compléter en fait l'information. Merci beaucoup. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de Saint-Omer avec cette exposition en les murs. Vous avez aussi fait des projets avec les bibliothèques municipales de Lille, je crois, et le Trésor de Liège. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots peut-être? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait exactement avec ces partenaires-là? Alors, la bibliothèque de Lille, c'est juste d'exposer pour test, d'exposer l'application et l'hologramme. En fait, les musées partenaires, c'est le musée Sandland de Saint-Omer, qui est partenaire depuis le début et qui a financé d'ailleurs une bonne partie de la recherche et du développement. C'est le Palais des Beaux-Arts de Lille, puisque nous avons pu travailler sur des objets du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est partenaire scientifique et également soutien financier. Pour le Trésor de Liège, c'est un partenaire scientifique, comme d'ailleurs, puisqu'on a un autre musée, qui est le musée Cluny à Paris, qui est partenaire pour le travail scientifique, puisque nous travaillons avec des conservateurs spécialisés dans le Moyen-Âge. Voilà. Et on a aussi notre université, donc je parlais de l'université de Liège, mon collègue professeur des sciences de l'informatique qui travaille sur le versant photogrammétrie et développement de l'application. C'est Pierre Allot, je le cite ici. Voilà. Et on a aussi un collègue médiéviste de l'université de Nancy. Donc voilà, c'est ce consortium, cette équipe de recherche qui existe depuis 2018, mais qui est issu en fait d'une grande exposition que j'ai pu faire avec le musée de Cluny en 2013. Merci. Concernant l'exploitation en fait de cette plateforme, donc qui est une plateforme en accès en open source a priori, quels sont les usages et éventuellement le modèle économique qui est envisagé en fait pour pouvoir la maintenir et la développer? Alors, c'est une bonne question puisque l'usage n'est pas celui qu'on a l'habitude d'être sur un Sketchfab. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est en SaaS. Chacun des sites culturels est propriétaire de sa propre instance de la base de données. Donc, ça demande d'abord de faire l'installation en local de cette base sur un serveur. Donc ça, c'est le premier coût en fait qui est associé, c'est d'être capable d'installer, de déployer cette base sur un serveur local. Et une fois que cette base est installée, c'est dans les outils qui sont dessus qu'on va pouvoir permettre du déploiement d'applications. Donc actuellement, le modèle est envisagé sur
d'accompagner le site culturel sur l'installation et la formation et l'utilisation de cette base. Et si les services informatiques en interne ne le permettent pas, c'est de fournir des solutions d'hébergement qui soient optimisées pour ça. Mais on reste sur de l'hébergement, c'est-à-dire en quelque sorte, l'institution est locataire d'un espace sur un serveur, mais l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur reste sa propriété, à la différence de services en SaaS, de services, donc Software as a Service, où on passe par un User Agreement et où c'est le prestataire de services informatiques qui est propriétaire en quelque sorte des données qu'on lui prête. Le but, si je peux compléter, le but quand même, c'est que ce soit l'institution elle-même qui puisse entrer les données. Et c'est quand même un système assez simple puisque je me suis occupé dans l'expérimentation d'entrer les données sur les 3 premiers objets et j'ai réussi. Donc, je suis pas à la base spécialiste. Voilà, je suis historien de l'art, je suis pas à la base spécialiste de ce genre d'application et ça va très très vite. C'est assez ergonomique et encore on était à ce moment-là vraiment dans le tout début du travail sur l'application et en 3 jours, bien sûr il faut qu'en amont on ait créé les textes. Donc les collègues conservateurs avec les historiens de l'art de l'université ont créé des textes, à la fois les annotations simples, les articles, les contenus plus complexes et les scénarios de visite, puisqu'il y a des visites automatiques qui s'enclenchent sur l'application. Mais à partir du moment où les textes sont entrés, sont créés, il est assez facile, en quelques heures, quelques jours, de déployer l'information sur les objets dans l'application, sur les objets eux-mêmes. Et pour les objets suivants, c'est la collègue du Palais des Beaux-Arts, puisque c'est les objets du Palais des Beaux-Arts qui sont renseignés. Et la collègue, je suis allé la former, ça a duré la demi-journée. Je l'ai formée et ensuite, avec simplement un appui PDF que j'avais fabriqué, en quelques jours, elle a pu rentrer les informations. Donc, c'est un outil simple et qui doit rester au service de l'institution muséale ou culturelle. Et l'institution doit s'en emparer parce que c'est assez facile, en fait, de la travailler. Et écoutez, merci, ça permet de préciser effectivement pas mal les choses et de donner plus d'informations, donc c'est parfait. Et sur l'usage, en fait, une fois en fait qu'on a rentré les données, vous accompagnez aussi les institutions culturelles sur la mise en place, par exemple, de visites virtuelles, sur la mise en place d'une application de visite ou autre, ou est-ce que le service s'arrête finalement à la mise à disposition de la plateforme open source? Non, nous alors effectivement en tant qu'entreprise, notre objectif c'est d'accompagner les institutions dans les problématiques de déploiement ou dans la création d'applications vraiment dédiées à la médiation au sein du musée. Notamment dans les applications de médiation qui sont envisagées pour le moment. Il y a donc l'accès à la collection directement sur le web, donc sur les pages web du musée, sur de l'application mobile ou tablette, sur de la réalité augmentée, sur des dispositifs physiques présents dans le musée, donc comme on disait, des objets qui vont commenter les objets ou présenter des objets manquants mais complémentaires avec ce qui est présent dans la collection. Et bien sûr, nous, notre cœur de métier à l'origine, qui est l'utilisation d'hologrammes, de nouvelles technologies de visualisation, puisqu'en fait, nous, ça fait depuis 2014 qu'on accompagne des musées sur l'utilisation de cette technologie pour la valorisation de leurs œuvres ou de leur patrimoine. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci pour cette présentation tout à fait claire et passionnante. Donc, on peut vous retrouver a priori au stand G05, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Stand G05, où on présente le dispositif Ithesaurus. Parfait.